aboutissent difficilement en République démocratique du Congo, notre beau et cher pays, dans les cas des assassinats ou meurtres. C'est la problématique au cœur de votre mission des séjours Zoom qui reçoit pour vous ce soir Maître Clément Ngondé et expert en droit forensique. Maître Clément Ngondé, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Maxime. C'est avec Maître Clément Ngondé, vous aurez plus d'éclairage, beaucoup plus de réflexions par rapport à cette problématique des enquêtes en République démocratique du Congo. Maître Clément Ngondé, vous êtes bien porté, j'espère. Très bien, par la grâce de Dieu. On en parle et ça continue à faire débat, ça suscite même la curiosité dans les chefs de plus d'un Congolais. Les enquêtes en République démocratique du Congo, pourquoi il y a toujours eu des problèmes par rapport à la finalité d'une démarche déjà enclenchée? Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole, d'expliquer un peu les raisons, en fait, à mon humble avis, par rapport à... Donc, on peut parler de l'aboutissement de l'enquête. Donc, d'une manière difficile. Donc, les enquêtes aboutissent difficilement en République démocratique du Congo. Pour résumer, à mon humble avis, donc, j'ai pensé à 5 points pour essayer un peu d'éclairer la population et puis les autorités aussi, parce que tout le monde veut que la justice soit juste. D'ailleurs, nous avons notre ASBEL, qui est l'Observatoire forensique, et milite pour la justice juste. On ne peut pas condamner un innocent. D'ailleurs, notre slogan dit « Zéro innocent en prison ». Alors, je sais que c'est difficile, mais donc c'est pour limiter un peu les dégâts, pour qu'on ne puisse pas avoir beaucoup d'innocents en prison. Alors, j'ai résumé ça en 5 points. D'abord, le premier point... 5 points qui font en ce que... qui qualifie le retard ou le non-aboutissement des enquêtes en République démocratique du Congo. Oui, oui. Donc, c'est-à-dire, on fait la critique, mais on va arriver aussi dans des conclusions. Donc, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la critique constructive. Donc, c'est notre cher pays. Nous voulons que la justice, parce que c'est la justice qui élève une nation. S'il y a une bonne justice, et tout va aller, même le social va aller. S'il n'y a pas de bonne justice, le social ne va pas aller, parce que tout le monde aujourd'hui crie au social. Mais il faut qu'il y ait d'abord la bonne justice. Donc s'il n'y a pas la bonne justice, l'aspect social ne sera pas assis. C'est ça. Parce qu'avec la justice, on peut récupérer des fonds, on peut faire en sorte que les gens ne détournent pas beaucoup. Si on était dans les détournements de plus de 60%, si on réduit déjà à 40%, c'est déjà beaucoup. Et au fur et à mesure, on va arriver à 30%, à 20%, jusqu'à négliger vraiment le détournement. Avec cet argent-là, servira à l'État congolais pour avoir un gros budget, donc le budget costaud, pour arriver à faire du social du peuple congolais. Alors, le premier point, c'est de l'identité à l'identification. Ça, c'est le premier point. De l'identité à l'identification. Donc, ce qui amène à un non-aboutissement des enquêtes en République démocratique du Congo. De l'identité à l'identification. Je vous dis quelque chose, en Europe, vous voyez, quand il y a, par exemple, quand il y a en fait un crime, vous allez voir directement, ils ont déjà les profils, dans les 2 heures qui suivent, ils ont déjà les profils du criminel. Et pour maintenant aller en profondeur. Donc normalement, un crime mérite 48 heures. Nous, dans le droit criminel, on parle de 48 heures. Donc les 48 heures-là sont déterminantes pour qu'on puisse arriver à identifier. Alors, vous savez, nous n'avons pas de l'identité. Là, c'est dans la théorie, dans les études que vous avez faites. Tout à fait. Un crime dans 48 heures, on doit déjà déterminer les éléments, le coupable ou l'auteur de ces crimes. Tout à fait. C'est dans les 48 heures. Ce qui est contraire carrément à la réalité. Oui. Donc, en fait, ce sont des difficultés que
les acteurs judiciaires connaissent normalement en République démocratique du Congo. Il y a des problèmes, nous allons voir ça dans les 5 points que j'ai énumérés, pour aider aussi notre justice, parce que tout le monde a besoin que la justice puisse aller vers l'avant. Donc, de l'identité à l'identification. Nous ne sommes pas identifiés. Nous ne sommes pas identifiés, mon frère. Il ne faut pas aller loin pour penser à ça. On n'a même pas de carte d'identité. Et puis, l'identification, donc, c'est-à-dire de l'identité à l'identification. On n'a pas une base de données. Je vous donne l'exemple, si vous voulez aller, par exemple, en Europe, on vous prend les empreintes digitales. Et on fait aussi la photographie judiciaire, donc c'est-à-dire votre photo. C'est-à-dire quand vous commettez un crime, quelque part, alors maintenant, avec seulement vos empreintes, parce que nous avons ce qu'on appelle les empreintes digitales et les empreintes génétiques. Donc avec les empreintes-là, ça peut déjà dire que telle personne, c'est telle personne qui a commis le crime. Donc c'est les empreintes digitales. Donc nous devons créer une base de données. Nous devons avoir une base de données. Malheureusement, chez nous ici, on n'a pas une base de données. Donc, je parlais des empreintes digitales, je parlais des empreintes génétiques, et puis je parle aussi de la photographie judiciaire. Donc, c'est-à-dire que vous êtes photographié une fois pour permettre qu'on puisse élaborer ce qu'on appelle les portraits robots. Après, quand il y a un crime, et faire aussi le profilage. Parce que ce sont des éléments qui peuvent aider la justice pour aboutir à une enquête. Deuxièmement, nous voyons aujourd'hui... Lorsque vous parlez justement de l'identité à l'identification, c'est un élément majeur qui fait à ce que les enquêtes n'aboutissent pas. Raison pour laquelle donc vous plaidez même en faveur à ce qu'il y ait recensement de la population, que le gouvernement congolais compte lancer cette opération d'identification de la population à travers un recensement pour que chaque Congolais, chaque individu ait au moins sa carte d'identité qui aide la police judiciaire à mener à bon port leurs enquêtes. Un élément vraiment majeur. Tout à fait. Donc c'est un élément majeur. Mais attention, les recensements, pour nous, en criminalistique, ce n'est pas de la sorte comme on avait fait pour des cartes d'électeurs, tout ça, c'est pas ça. Il y aura une situation, donc il y aura une technique que les acteurs judiciaires vont appliquer pour qu'on puisse identifier normalement les gens par rapport à la photographie judiciaire. Parce qu'il faut qu'il y ait une photographie judiciaire, il faut qu'il y ait les empreintes digitales, et les empreintes génétiques, je sais qu'il n'y a pas encore normalement de loi en matière, mais les empreintes digitales, il y a déjà la matière. Deuxièmement, il y a des crimes qui se passent. Donc là, nous sommes toujours dans le point 1, par rapport à l'identité à l'identification. Je vous donne un exemple, il y a des crimes qui se passent par rapport aux véhicules. Il y a des enlèvements aujourd'hui. Dans les enlèvements, on peut utiliser ce qu'on appelle les portraits robots. Vous voyez, on peut utiliser aussi le profilage, vous voyez, pour orienter l'enquête. Mais compte tenu que les véhicules ne sont pas identifiés, c'est vrai que quand on achète et quand on est en train d'immatriculer les véhicules, on a. Mais il y a des fois, vous allez voir, quand il y a la vente de ces véhicules-là, il y a des fois, ça part comme ça. Mais si on identifie les véhicules, parce que je vous donne un exemple, il y avait un crime qui s'est passé en Europe par rapport au terrorisme à Bataclan. Vous voyez, on a identifié les criminels à partir du véhicule, du numéro de châssis, tout les véhicules étaient un véhicule d'une société qui fait louer le véhicule en verse. Maintenant, ils ont identifié le véhicule par rapport au numéro de châssis et regardez aussi par rapport on appelle ça la cybercriminalité, et avec les caméras, ils ont récupéré la photo des personnes là au niveau normalement d'une station essence. Ils sont venus prendre du carburant et ils ont tout ce qu'il faut. Après, ils ont commencé maintenant à faire ce qu'on appelle le profilage. Alors, il y a aussi, nous devons penser aussi par rapport à l'identification des hommes en uniforme. Pourquoi? Parce qu'il y a des crimes, par exemple, liés à armes à feu, par exemple. Vous voyez, c'est dans les 90%, ce sont des crimes qui sont effectués par des agents en uniforme, donc les policiers, les militaires, tout. Donc si on arrive à identifier les militaires, et les armes qu'ils utilisent, je sais qu'il y a déjà un fichier au niveau
de la justice, pardon, des militaires et à la police aussi pour essayer un peu normalement d'identifier tel policier avec son nom, sa photographie et aussi il y a des fois l'arme qu'il utilise. Donc s'il y a un crime, on peut directement remonter. Alors, ça, je vous ai parlé de 3 points. Du premier point. Du premier point. Oui, ça va nous aider pour les porteurs robots et les profilages. Donc, nous devons créer une base de données. Cette base de données-là sera utile pour l'aboutissement des enquêtes. On va identifier les personnes en uniforme et aussi les véhicules dans l'immatriculation, on doit identifier. Il y a des techniques pour identifier, je dis bien dans le domaine criminel. Avant de passer même au deuxième point, parce que ça c'était le premier point. Le premier point de l'identité à l'identification, lorsque vous avez parlé de l'aspect portrait robot. On remarque à l'étranger, en Europe, pour faire un portrait robot d'un criminel, d'un présumé criminel, tout consort, on vous présente vraiment un portrait qui permet à la victime de voir que non, c'est peut-être les criminels, tout consort. Mais ici chez nous, est-ce que on a aussi des spécialistes, des personnes qui arrivent à présenter des portraits robots qui amènent la victime à identifier son agresseur? Alors, c'est un département qui n'existe pas, mais ça peut exister par rapport à la formation. Mais moi, je dis, nous avons des bons policiers, nous avons des très bons OPJ, des très bons enquêteurs en République démocratique du Congo, mais c'est la formation. Là aussi, nous allons voir ça dans un autre aspect pour dire que si on forme bien ces gens, par exemple dans les porteurs robots, on peut avoir normalement de bons enquêteurs qui vont commencer à utiliser cet outil-là qui peut aider l'aboutissement de l'enquête et aussi le profilage. Le deuxième point. Deuxième point, c'est sur la formation adaptée. Donc nous allons faire une formation adaptée aux acteurs judiciaires. Donc c'est-à-dire les OPJ, les magistrats du parquet, les magistrats du siège doivent normalement être formés par rapport au renforcement des capacités. Vous voyez, cette formation-là est très importante. Pourquoi? Parce que le monde évolue. Comme le monde évolue, il y a aussi... donc, comme ça qu'on appelle une mise à niveau. Remise à niveau. Oui. Pourquoi? Parce que la manière dont on volait, par exemple, hier, ce n'est pas de la même manière qu'on vole aujourd'hui. La même manière qu'on commettait des crimes il y a 20 ans, ce n'est pas de la même manière qu'on commet des crimes actuellement. Donc, c'est-à-dire remise à niveau, bien former les magistrats à cet effet. Donc, une formation adaptée aux acteurs judiciaires, donc ça peut être les OPJ, les magistrats du parquet, les magistrats du siège. Est-ce que sur ce point, dans notre pays, la République démocratique du Congo, le magistrat sont-ils formés? Est-ce qu'ils bénéficient de certaines formations telles que par vous évoquées? Très bien, oui. Donc, il y a quand même, nous voyons souvent, il y a des formations des magistrats. Il y a aussi des formations des OPJ. Ça se passe. Moi, j'ai déjà vu. Moi aussi, à des fois, j'organise aussi des séminaires pour renforcement des capacités. Je vois aussi très souvent, il y a des formations, on forme les magistrats dans les détournements, ceci, des deniers publics, il y a ceci, cela. Mais moi, je parle de formations adaptées. Donc, c'est-à-dire par rapport à une réalité. Nous devons former. Adapter une formation par rapport à une circonstance donnée. Tout à fait. Donc, pour voir, par exemple, il y a criminalité dans tel secteur, on doit former les magistrats. Je vous donne un exemple en Europe. Il y a des magistrats qui sont là, spécialistes, qui, par exemple, dans des cas de viol, spécialistes seulement dans des cas des otages, spécialistes dans des cas... Donc, et ils sont spécialisés. Donc, moi, je veux que les magistrats puissent être des spécialistes, qu'on puisse avoir des parquets spécialisés en terroristes, donc en terrorisme, qui puissent avoir normalement des parquets spécialistes qui dans des détournements de deniers publics. Donc, ce sont, donc, en fait, quand tu es spécialiste dans une matière,
Au fur et à mesure que tu évolues dans cette matière, tu seras fort. Vous voyez, mais aujourd'hui, nous voyons souvent, même au niveau de la magistrature, il y a toujours des magistrats généralistes. Il y a aussi au niveau de l'avocature aussi, il y a des avocats généralistes. C'est vrai aussi, il y a des avocats qui font normalement la spécialisation dans un domaine bien déterminé. Il y a aussi quelques magistrats qui sont très forts dans un tel domaine, mais il faut que l'État puisse organiser ça de cette manière-là, qu'on puisse avoir des tribunaux. Tel tribunal est spécialisé dans telle matière. Là, c'est très bon. Vous allez voir que nous allons vraiment avancer. Le troisième point, donc c'était le deuxième point, formation adaptée des magistrats au PJ. Le troisième point. Troisième point, c'est des erreurs judiciaires. On va parler des erreurs judiciaires et puis l'expression des dysfonctionnements de la justice. Hein, les erreurs judiciaires et l'expression des dysfonctionnements de la justice. Il y a des erreurs judiciaires. Il y a aussi l'expression des dysfonctionnements de la justice. C'est-à-dire quoi? Nous avons d'abord... en parlant des erreurs. Les erreurs judiciaires. Comment dénicher les erreurs judiciaires. Ok. Et puis, qu'est-ce qui motive qu'il y ait ces erreurs-là? Parce que ces erreurs sont fatales parfois auprès de la personne qu'on inculpe par erreur d'un magistrat ou d'un juge quelconque. Tout à fait. Je voulais vous lire la phrase de M. René Florian qui a dit « L'homme le plus honnête, le plus respecté, peut être victime de la justice. » Donc je dis bien, l'homme le plus honnête, le plus respecté, peut être victime de la justice. Vous êtes un bon père, bon époux. Peu importe, quelle fatalité pourrait-vous faire passer pour un malhonnête, donc un malhonnête homme, voire même un criminel? Cette fatalité existe. Elle porte le nom de l'erreur judiciaire. Donc, c'est-à-dire, tout le monde peut être victime d'une erreur judiciaire. Quand ça va vous arriver un jour, vous allez vous dire que, donc, vous voyez, envoyer un innocent en prison, vous allez rester toute votre vie à penser, quand vous voyez que non, ce que j'avais fait, c'était pas bon, par rapport à vos intérêts. C'est pour cela, dans les erreurs judiciaires vers le bas, moi je parle de l'expression du dysfonctionnement de la justice. On peut se rattraper lorsqu'on a commis des erreurs judiciaires. Est-ce qu'on peut se rattraper? Oui. Souvent, une erreur judiciaire, lorsqu'on commet une erreur judiciaire, c'est là, pas ça, sans pour autant faire une marche arrière. Oui. Est-ce que c'est facile? Il y a une possibilité de revenir sur une décision judiciaire, par exemple? Oui, mais je dis, vous pouvez tromper votre conscience, vous pouvez tromper la conscience normale des autres, mais ta conscience, tu ne peux pas normalement la tromper. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même, on peut revoir. C'est pour ça que vous voyez, nous avons ce qu'on appelle le premier degré, le second degré. Vous voyez, mais s'il y a des erreurs, par exemple au premier degré, le second degré peut faire en sorte qu'il puisse normalement ramener les gens sur le bon chemin. Donc, c'est-à-dire qu'arriver même à la cassation, tout est interprété, donc on peut même interpréter normal le jugement par rapport à la Cour constitutionnelle aussi. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui a commis des erreurs judiciaires, s'il est juste, il peut revenir aussi en arrière, et revoir aussi ses conclusions. Ça aussi, ça peut arriver. Mais ici, moi, je parle beaucoup plus de l'expression du dysfonctionnement de la justice. Parce que ce qui est fréquent chez nous, une erreur crée directement un dysfonctionnement. Tout à fait. Cette erreur-là va créer. Mais comment? Il y a par exemple les intérêts. Hein? Il y a ce qu'on appelle les intérêts. Il peut y avoir les intérêts, parce que ce sont les intérêts qui sont à la base de tout ça. D'abord, nous, on va parler de l'intérêt personnel. Vous voyez, tu as pris par exemple des Kanyaka, hein,
tu es dans des penchants, vous voyez, tu prends de l'argent. Corrompu, c'est ça. Oui, pour influencer une justice judiciaire. Oui, c'est ça. Ça fait partie des dysfonctionnements, de l'expression des dysfonctionnements de la justice. Mais ça pourrait être aussi politique. Ça pourrait être aussi politique, c'est pour cela, là on parle de l'inféodation du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif. Vous voyez, donc là, ça crée un problème. Pourquoi? Parce que la justice ne sera pas juste aussi longtemps s'il y a l'influence politique donc dans l'exécutif, par exemple, qui va commencer à influencer le pouvoir judiciaire. C'est ce qui est c'est vrai. C'est cette forme d'inféodation du pouvoir politique, de la politique dans l'exécution, peut-être dans des décisions prises par la justice. Oui, c'est très important, c'est pour cela. C'est pas seulement chez nous aussi en RDC, et même en Europe, ça existe. Vous allez voir la politique qui pèse, vous voyez. Donc ça, ce sont des éléments très importants. Parce que ici, chez nous, nous avons trois pouvoirs. Pouvoir judiciaire, nous avons le pouvoir exécutif et puis le Parlement aussi. Donc, législatif. Donc là maintenant, vous allez voir, chaque pouvoir est indépendant. Vous voyez, on dit le pouvoir judiciaire doit être indépendant, mais dans la pratique, il y a des fois, c'est pas ça. Vous allez voir, il y a des fois, la politique doit influencer même les résultats. Ça arrive même dans plusieurs pays. Et puis le troisième point, normalement, j'ai parlé normalement des corporatifs. Donc, c'est-à-dire à la corporation. Un magistrat, ou bien un OPJ qui reçoit, par exemple, il veut, par exemple, donc en fait, pour une enquête, il reçoit un coup de fil de son chef. Il dit ceci, de Serana Vandissamo. Bien, amène ça ici. Vous voyez, donc, ça aussi c'est très important. On parle normalement sur le plan corporatif. Il a peur par rapport à sa carrière, s'il s'entête, vous savez, aujourd'hui, on peut l'envoyer ailleurs, ou bien on peut lui créer des problèmes, ou bien il ne peut pas monter en grade. Voici les obstacles qu'il faut en sorte chez nous par rapport à mon analyse que j'ai fait. Donc c'est ça. Donc nous avons les intérêts personnels, par rapport à la corruption, il y a aussi les intérêts politiques, il y a aussi les intérêts corporatifs, donc par rapport à la corporation, donc à la magistrature, donc le chef qui te dit non, il ne faut pas faire ceci, il faut aller comme ça, il te dit en erreur. Alors, là c'était le troisième point. Le quatrième point, c'est la mauvaise procédure. La mauvaise procédure est biaisée. Oui. Donc, on parle directement d'une mauvaise procédure. La mauvaise procédure. Alors, dans la mauvaise procédure, ici, nous voyons, c'est l'ignorance des techniques appropriées, en fait, sur les différentes enquêtes. L'ignorance dans les chefs de magistrats, dans tout les à fait, au PJ, tout ça, les acteurs judiciaires. Donc, c'est-à-dire, il est ignorant. Par exemple, dans des cas de viol, il ne sait pas quand est-ce qu'il peut requérir un expert, un médecin légiste, quand, comment et pourquoi. Il y a des fois, il n'arrive pas, il ne maîtrise pas ça. Vous voyez, c'est pour ça que je vais parler il faut qu'il y ait des tribunaux, il faut qu'il y ait normalement des instances là où on peut normalement dire non, tel tribunal s'occupe que de ça. Tel parquet est spécialisé en ça. Là, vous allez voir que ça va aller. Parce qu'il y a des fois, les magistrats ou le PJ est ignorant par rapport à la procédure, donc à la technique utilisée par rapport aux différentes enquêtes. C'est très important. Ce sont des éléments qui peuvent aussi toucher pour qu'il n'y ait pas en fait l'aboutissement de l'enquête. Et là, maintenant, moi, je veux parler de la méritocratie. Donc, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Aujourd'hui, je ne sais pas, un moment comme ça, vous avez vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait licencié les magistrats. À l'époque de musée, moi je n'étais pas ici, j'étais en Europe, j'ai appris ça. Il y avait même des gens qui sont entrés à la magistrature, ils n'avaient même pas fait le droit. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Un moment comme ça, ils ont récupéré d'autres personnes qui n'avaient même pas fait le droit. Moi, je ne sais pas, j'ai appris ça. Donc, en fait, il s'est improvisé magistrat. De parachuter au poste de magistrat. Ok, vous voyez. Or, il y a toute une école. Il y a la faculté de droit. Donc, vous devez passer par là. Vous devez faire ça et licencier en droit. Après, maintenant, vous allez à la magistrature, soit vous allez à l'avocature. À l'avocature, vous devenez un avocat. Vous voyez, à la magistrature, vous êtes un magistrat.
Maintenant, par rapport à l'expérience, quand vous aurez aussi votre expérience, là maintenant vous allez commencer à maîtriser les choses. Mais imaginez-vous, une personne qui a fait par exemple, par exemple la mécanique, il devient par exemple un magicien, il va dire quoi? Vous voyez, de la mécanique, tout à fait. Dire le droit, donc, oui, là aussi, je parle de la méritocratie. De la méritocratie. Donc, c'est-à-dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Qu'on puisse commencer à donner des tâches aux magistrats par rapport. Il y a aussi dans l'attribution aussi du dossier. Il y a des fois, il peut y avoir si c'est des erreurs. On peut attribuer un dossier, par exemple, à un magistrat. Ça dépend normalement du chef. Il pourra avoir normalement des penchants. Il a dit, bon, ce dossier, si c'est telle personne qui va utiliser ça, il sait pourquoi ce qu'il a donné. Donc, ce sont normalement des choix qui arrivent. Et puis aussi, il y a la mauvaise foi. La mauvaise foi. La mauvaise foi. Là maintenant, vous maîtrisez ça, vous connaissez bien la procédure, mais vous ne voulez pas appliquer. Dans des erreurs aussi de la procédure, vous allez voir, il y a souvent, moi je parle normalement des mandats d'arrêt provisoire. Il y a des fois, les mandats d'arrêt provisoire et aussi à la base des ratés des enquêtes. Garde à vue aussi. C'est pour ça que je parlais. Est-ce qu'une garde à vue, c'est une garde à oui? Vous voyez? Garde à vue. Oui, oui. Ou garde à l'aveu. Vous voyez? C'est une garde à vue, ou garde à oui, ou garde à l'aveu. On a gardé la personne pour qu'elle puisse dire quoi? Oui, je l'ai fait, ou bien qu'il puisse accepter, ou bien qu'il puisse avouer donc tout ce qu'il a fait. Il y a aussi des techniques par rapport à ça. Vous voyez, il y avait un cas qui vient de se passer, quelqu'un qui était décédé. En geôle, donc en tôle, tout ça, on a... Un cas récent. Oui, un cas récent. C'est-à-dire que dans la procédure aussi, souvent, même quand une personne qui doit être détenue, il faut qu'il y ait un médecin légiste qui doit passer pour connaître son état de santé. Vous voyez, c'est très important pour qu'il puisse connaître la personne à prendre les médicaments ou pas. Est-ce la personne a son état de santé? C'est pour vous dédouaner aussi la personne qui est à la base des enquêtes. Tu peux garder une personne pendant plusieurs jours à garde à vue. Il y a des fois, vous pouvez l'envoyer en prison, donc mandat d'arrêt provisoire, mais ça pourrait être aussi à la base de rater des enquêtes. Vous voyez? Et la personne peut accepter, il peut accepter, mais donc en fait, il fait des aveux, mais qui peuvent normalement vous embrouiller par rapport à... Et ce n'est pas lui le bon criminel, mais il était torturé, il accepte. Donc ce sont aussi des histoires qui arrivent. Donc c'est-à-dire qu'on a parlé de la mauvaise procédure. Donc la mauvaise procédure, là maintenant, ce sont des acteurs judiciaires qui doivent avoir la maîtrise de la chose, savoir ce qu'ils sont en train normalement de faire. C'est pour ça que je parle de la méritocratie. Je dis l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Maître Clément Ngondé, vous avez développé plusieurs aspects qui entravent l'aboutissement des enquêtes dans notre pays, la République démocratique du Congo. Oui. Vous avez parlé de la méritocratie qui s'avère être déjà un chemin pour qu'il y ait pour que les enquêtes aboutissent. En fait, quels sont ces moyens ou cette politique maintenant à mettre en place pour que les enquêtes aboutissent dans notre pays? Merci beaucoup. Et c'est ça le cinquième point. C'est là où il y a, comme je vous ai dit, il faut qu'il y ait des remarques constructives. Nous devons apporter ce qu'on peut donc apporter. Alors, là maintenant, nous voyons la science forensique. L'implication de la science forensique dans les enquêtes, c'est une solution. La science forensique, c'est une solution à ce que les enquêtes puissent aboutir. Tout à fait. La science forensique, c'est la science de la preuve irréfutable, la preuve opposable à tous. Donc, l'implication de la science forensique est très importante pour qu'il y ait l'aboutissement de l'enquête. Parce que c'est un outil de base. C'est un outil de base pour qu'il y ait l'aboutissement de l'enquête en République démocratique du Congo. Et quand on parle de la science forensique, vous savez très bien, nous parlons de la criminalistique. Et la criminalistique, ça fait partie des techniques utilisées par la justice ou la police pour démanteler l'auteur d'un crime. Je dis bien démanteler l'auteur d'un crime, qui est de la preuve. Donc nous allons parler ici. On doit appliquer les trois preuves. Il y a d'abord ce qu'on appelle la preuve disculpante, la preuve
corroborative, la preuve indicative. Voici les trois preuves qu'on doit utiliser dans la science forensique. Donc, les gens doivent être formés, les acteurs judiciaires doivent être formés par rapport à la science forensique, qui est la science. Et là maintenant, il saura, par exemple, quand est-ce que je peux requérir un expert dans tel domaine. Lui-même, un magistrat peut descendre, par exemple, sur le terrain, il voit, par exemple, un mort d'homme, il peut directement avoir une idée. En attendant, même quand il va appeler la police technique et scientifique, les médecins légistes pour venir constater la mort. Donc, c'est-à-dire que les trois preuves-là doivent être bien étudiées et on doit former les acteurs judiciaires. Donc, je dis bien la preuve indicative. De la preuve qui indique qu'il y a vraiment crime. La preuve discrépante, c'est là où maintenant on va dire tel n'a pas participé au crime, tel n'est pas donc vrai pour exclure normalement, pour ne pas qu'on puisse amener des innocents en prison. Voici la technologie. Troisième preuve, c'est la preuve corroborative. Donc on doit ramener les éléments de la preuve pour convaincre le juge, pour dire que donc, le client n'a pas participé donc, au crime. Là maintenant, il faut ramener des éléments de la preuve. Tout ça, c'est dans la science forensique, donc dans la criminalistique. Donc, nous devons former les gens. Est-ce que cette science forensique est mise en valeur pour que enfin nos enquêtes aboutissent enfin dans notre pays? Parce que c'est mis en valeur, cette science forensique. Oui, c'est pour cela que je dis bien, vous êtes un journaliste, si vous allez même aux cours des tribunaux, vous posez des questions aux magistrats, par exemple la science forensique, vous allez voir, moi, je vous dis, moi, des fois quand je suis parti, je me pose la question, ce n'est pas une secte, ça ne fait pas partie normalement des sectes, non. Donc, vous voyez, donc, c'est l'ignorance. Vous avez parlé de l'ignorance. Okay. L'ignorance, pourquoi? Parce que quand ils ont étudié, il n'y avait pas ça. C'est pour ça que je vais parler de ce qu'on appelle renforcement des capacités. Donc la formation continue. Parce que ce sont des sciences qui viennent d'arriver. Ça ne fait pas très longtemps, vous voyez, qui viennent normalement d'arriver. Et chez nous, c'est une science qui est encore méconnue. Donc ce n'est pas encore connu au public. Même chez les acteurs judiciaires, il y a des fois, ils appliquent des techniques, mais ils ne savent pas que ça fait partie normalement des sciences forensiques. C'est une science qui peut aider la justice. La science forensique à faire bien son travail. Pourquoi? Parce que là-dessus, vous avez tout le monde. Vous avez des informaticiens, par exemple, qui vont appliquer ce qu'on appelle la cybercriminalité. Aujourd'hui, vous allez voir qu'on peut enlever quelqu'un, mais comment est-ce que la justice n'arrive pas à mettre la main Or, nous avons des réseaux. Il y a même des rançonnaires, les gens qui demandent même des rançons. Et des gens même touchent même de l'argent. Vous allez voir qu'on enlève ta fille, on viole ta fille et on demande à vous normalement d'envoyer de l'argent. Mais on envoie de l'argent dans le téléphone de la fille même. Et la personne est partie aussi récupérer de l'argent. Et la justice fait quoi? C'est facile. Nous avons ce qu'on appelle la géolocalisation. On peut localiser. Et on peut aussi, les réseaux téléphoniques, là, ils ont des agents qui sont identifiés, qui vont servir cet argent-là. En envoyant seulement les messages pour dire que quand telle personne va arriver, ça va clignoter rouge et la personne qui va retirer de l'argent, il faut l'arrêter. Vous voyez, ce sont des techniques qu'on peut utiliser pour décourager ces gens-là qui enlèvent les gens et qui les mettent en otage et qui rançonnent. On est vraiment trahi par les temps, l'air passe vraiment très vite comme une flèche. Maître Clément Godet, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'espère que nous allons développer plusieurs matières, plusieurs aspects des choses dans les prochains numéros. En termes de conclusion, que diriez à la population qui vous suit à cet moment? Merci beaucoup. Je peux dire, d'abord, j'ai dit par exemple aux autorités judiciaires qu'on peut faire en sorte qu'on puisse normalement faire en sorte que les enquêtes puissent aboutir dans notre pays. C'est facile. On peut le faire. Je dis même pas à 100%, même à 80% ou à 70%, ça s'appelle j'ai arrivé pour soulager. Parce que la justice est juste. Nous devons condamner la personne à condamner. On doit innocenter la personne aussi à innocenter. Nous devons utiliser de la preuve irréfutable et la preuve opposable à tous. D'où je dis bien, les plateaux techniques de ça, c'est la science forensique. Donc vous devez être formés. Donc les gens qui
qui ont la direction de la justice puissent penser à la formation des acteurs judiciaires en centre forensique. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais bon, compte tenu mal de temps, mais prochainement, on va parler de beaucoup de choses dans la matière des enquêtes aussi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission qui était on a eu le réel plaisir, premièrement, de recevoir pour vous sur ce plateau de Canal Congo Télévision, Maître Clément Ngodé, qui est expert en droit forensique. On vous dit merci pour le temps disposé. Merci beaucoup. Et puis merci pour cette réflexion pointue par rapport aux enquêtes en République démocratique. Obligé, nous n'avons qu'un seul pays, donc notre pays est là, nous devons faire en sorte, parce que c'est la justice qui doit élever une nation, c'est la justice qui doit corriger les sociales. Mais s'il n'y a pas la bonne justice, je pense qu'il n'y aura rien. Merci beaucoup, une émission réalisée par Moro Djambé, Bruno Nzinga était du côté de la régie, Olivier Lungango derrière les caméras. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien, le programme continue sur Canal Congo aux télévisions. Bokoyo.